Donc, avant d'aborder le chapitre 4, je vais quand même faire un petit retour en arrière pour vous mettre un peu sur, vous rappeler ce qu'on a vu la séance dernière. Donc, en résumé, on a vu comment l'équation de Schrödinger a mis en évidence les nombres quantiques n, l et m. Alors, ce sont des nombres quantiques, donc ce sont des nombres entiers, et leur intérêt, c'est que ils vont nous renseigner sur l'état de l'électron. Alors, le premier nombre quantique, c'est le nombre quantique n, ou on l'appelle aussi le nombre quantique principal. Alors, ce nombre quantique, on l'a vu aussi dans l'expression de l'énergie, En égale à moins 13,6 Z carré sur N carré. Donc, N, c'est, alors la signification, c'est qu'il va nous renseigner sur la couche où se trouve l'électron. Par exemple, si N égale à 1, c'est la couche K, donc on l'appelle aussi l'état fondamental. Si N égale à 2, c'est la couche L. Si N égale à 3, c'est la couche M, et ainsi de suite. Donc, pour chaque valeur de N, donc ça veut dire dans chaque couche, il y a des sous-couches. On a vu ça, donc dans ça c'est, ils ont mis en évidence un autre nombre quantique, c'est parce que ils ont vu que les trajectoires n'étaient pas tout à fait circulaires. La trajectoire circulaire de Bohr, ce n'est qu'une exception, si vous voulez, ou un cas particulier. Donc il y a un autre nombre quantique compris entre 0 et n-1, c'est le nombre quantique secondaire. On l'appelle nombre quantique secondaire. Alors, ce nombre quantique secondaire, quel est l'intérêt qu'il va nous apporter? C'est qu'il va nous montrer la sous-couche où se trouve l'électron. Donc, vous imaginez une couche, comme si vous aviez une grande boîte, c'est N, c'est la couche K, et à l'intérieur de ces donc, bien sûr, N, donc c'est un niveau d'énergie En, et à l'intérieur de cette couche, il y a des sous-couches. Il y a d'autres couches qui ont des énergies qui sont proches de En. Pas tout à fait la même énergie, mais on dit qu'il y a une levée, une dégénérescence, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence d'énergie. Donc, ces sous-couches-là, elles sont caractérisées par le nombre quantique secondaire L. Alors, par exemple, si n égale à 1, alors comme on a vu ici, on a dit L compris entre 0 et n-1. Alors, lorsque n égale à 1, bien sûr, L ne peut prendre qu'une seule valeur, c'est 0. Donc, ça veut dire qu'il existe une seule couche correspondant à l'orbite circulaire de Bohr. C'est-à-dire, lorsque n égale à 1, il y a L égale à 0, ça veut dire qu'à l'intérieur de la couche N égale à 1, il n'y a pas d'autre couche, de sous-couche. Il n'y a qu'une seule couche, c'est N. C'est N égale à 1. Et on l'appelle l'orbite circulaire de Bohr. Maintenant, si N égale à 2, c'est-à-dire si on est dans la couche L, c'est-à-dire l'énergie, elle est égale à E2, égale à moins 13,6 Z carré sur 2 au carré. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque n égale à 2, selon l'expression qu'on a vue de L, elle est comprise entre 0 et n-1, ça veut dire que la valeur de L, on aura deux valeurs pour L. La valeur L égale à 0 et la valeur L égale à 1. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a, puisqu'on a deux valeurs de L, ça veut dire qu'on a deux sous-couches, donc deux énergies relativement différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais entre l'énergie de L égale à 0 et l'énergie de L égale à 1, il y a une petite différence d'énergie. Alors maintenant, désormais, on va appeler ce L égale à 0 et L égale à 1, on va les appeler des orbitales. Donc, ça veut dire que lorsque L égale à 0, ça correspond à une trajectoire ou une orbitale, et L égale à 1, c'est une autre trajectoire ou c'est une autre orbitale. D'accord? Donc, n égale à 1, il n'y a qu'une seule sous-couche, c'est L égale à 0. Lorsque n égale à 2, on a deux sous-couches, L égale à 0 et L égale à 1. D'accord? Donc, imaginez une grande boîte n égale à 2.
Et à l'intérieur de n égale à 2, il y a deux petites boîtes. N qui correspond, une boîte, petite boîte qui correspond à L égale à 0 et l'autre qui correspond à L égale à 1. Alors maintenant, si n égale à 3, n égale à 3, la valeur de L, elle est comprise entre moins 0 et n moins 1, ça veut dire 2. Donc, elle prend les valeurs de 0, 1 et 2. Donc, trois valeurs de L. Donc, on a dans la couche n égale à 3, on a trois sous-couches. Donc, ils vont correspondre, bien sûr, selon la valeur de L, ils vont correspondre à des orbitales différentes. Donc, dans la couche n égale à 3, lorsque l'électron est sur n égale à 3, donc il peut être sur la couche L égale à sous-couche L égale à 0 ou la sous-couche L égale à 1 ou la sous-couche L égale à 2. Et ensuite, on va voir chacune a un nom bien précis. Alors, il existe un troisième nombre quantique appelé nombre quantique magnétique. Alors, ce nombre quantique M, il est lié aux différentes orientations que va prendre le moment cinétique par rapport à l'axe Z. Donc, il y a en tout 2L plus 1 orientations pour chaque valeur de L. Donc, ça veut dire si vous avez L égale à 0, on a une seule orientation possible pour L. Donc, une seule valeur de M. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, le nombre quantique M, il est compris entre moins L et plus L. Donc, vous allez mieux comprendre en vous donnant des exemples bien précis. Alors, maintenant, on va revenir donc, en résumé. Donc, en résumé, on a vu n égale à 1, c'est la couche K, et L égale à 0. Alors, pour L ne peut prendre qu'une valeur L égale à 0. Donc, l'orbital qui correspond à L égale à 0, c'est l'orbital, on l'appelle 1s. Pourquoi 1s? Parce que n égale à 1. Donc, l'orbital s, c'est L égale à 0, et 1s parce que n égale à 1. Ensuite, si L égale à 0, si L égale à 0, donc maintenant, on va voir la valeur de M. On a vu que M, elle est comprise entre moins L et plus L. Donc, si L égale à 0, M égale à 0, donc combien de valeurs de M? On a 2L plus 1. Donc, ça fait 2 fois 0, ça fait 0, plus 1 égale à 1. Donc, ça fait une valeur. Donc, une seule orientation possible pour le moment cinétique, donc une seule orbitale 1s. Donc, dans la couche K, ou la couche n égale à 1, nous avons un seul type de sous-couche, c'est L égale à 0. Donc, c'est l'orbital S. Et une valeur de M, donc une seule orbitale S. Donc, ça veut dire que la valeur de M va nous renseigner sur combien de sous-couches nous avons pour chaque L correspondant. D'accord? Ensuite, si maintenant nous prenons l'exemple de L égale à 1. Non, pardon, si N égale à 2. Donc, on est dans la couche L, on a dit tout à l'heure. Donc, alors, L va prendre combien de valeurs? Elle prend la valeur L égale à 0 et L égale à 1. Donc, on va voir les valeurs de M pour chaque L. Donc, si L égale à 0, alors on a dit tout à l'heure, c'est l'orbital S. Mais puisque N égale à 2, donc c'est 2S. Si L égale à 1, donc M, lorsque L égale à 0, M égale à 0. Donc, on a une seule sous-couche 2S dans N égale à 2. Lorsque L égale à 1, si N égale à 1, vous avez l'orbital qui correspond à L égale à 1, on les appelle les orbitales P. Alors, combien de P? Pour savoir combien d'orbitales P, il faut chercher la valeur de M. Donc, si L égale à 1, on voit qu'il y a 3 orbitales P parce qu'on a 2L plus 1 égale à 3. 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc, correspond à 3 valeurs de M égale à moins 1, 0 et 1. Parce qu'on a vu, L est compris entre moins L et plus L. Et ces orbitales-là sont 2P qui est dirigé selon l'axe X qu'on appelle 2px, l'orbital 2py et l'orbital 2pz. D'accord? Alors maintenant, l'attribution de la valeur de M aux orbitales n'est pas importante. Vous mettez ici 2px, M égale à 0 ou moins 1 ou 1, ça n'a aucune importance, c'est la même chose. Donc en résumé, donc vous avez
on a dans N égale à 2, donc dans la couche L, on a deux sous-couches, la sous-couche 2S et la sous-couche 2P. Donc, combien de sous-couches 2S? Puisque M égale à 0, une seule valeur de M, donc on a une seule sous-couche 2S. Et puisque ici M égale à 3, donc on a trois valeurs de M, donc vous avez trois orbitales de P dans la couche L. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va. Donc là, on a juste fait un résumé dans ce qu'on a fait, dans ce que nous avons vu la dernière fois. D'accord? Maintenant, on passe, on a vu, donc ça, c'est les nombres quantiques qu'on vient de voir. Ce sont ils ont été issus, si vous voulez, de la classification de la résolution de l'équation de Schrödinger. Maintenant, on va passer, donc on a vu cette résolution, on l'a faite pour un seul électron. Je vous ai dit, donc, ou bien l'hydrogène, ou bien les hydrogénoïdes. Maintenant, on va essayer de généraliser l'étude et on va passer aux atomes qui ont plus d'un seul électron, c'est-à-dire qui ont plusieurs électrons. Alors, quelle est la différence par rapport à l'atome à un seul électron? Ici, lorsque vous avez un atome à plusieurs électrons, donc vous avez le noyau qui est chargé Ze, et avec un nombre n d'électrons autour du noyau. Alors, puisque dans l'hydrogène, nous avions un seul électron, donc quelles sont les attractions qu'on avait? C'était l'attraction électron, noyau, électron. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs électrons, il faut considérer d'autres attractions possibles. C'est-à-dire, vous avez l'attraction électron noyau électron avec tous les électrons et vous avez aussi les attractions, les répulsions, si vous voulez, entre les électrons. Et ça, si on veut représenter ça avec l'équation de Schrödinger, ça va donner, c'est très compliqué. Donc, on va essayer de faire ça pour l'atome le plus simple, l'atome polyélectronique le plus simple, c'est l'hélium. Alors, l'hélium, c'est un atome qui a la charge du noyau, c'est plus de E et deux électrons. Ici, on va noter la distance entre le noyau et l'électron 1, on va la noter R1. La distance entre le noyau et l'électron 2, on va la noter R2. Et on va noter la distance entre les deux électrons, la distance R12. D'accord? Donc, le système, il est comme ça. Donc, quelles sont les attractions? Donc, vous avez l'attraction entre le noyau, l'électron 1, le noyau, électron 2, et on a aussi une répulsion entre les deux électrons, E1 et E2. Donc, comment on peut écrire l'équation de Schrödinger d'un système comme ça? Donc, il faut écrire H psi égale à E psi, et il faut déterminer l'expression de l'hamiltonien. L'hamiltonien, on a dit, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, ici, si on exprime l'énergie cinétique, ça va être moins H bar sur 2m delta 1, ça c'est l'énergie cinétique de l'électron 1, moins H bar sur 2m delta 2, c'est l'énergie cinétique de l'électron 2. Et delta, on a vu, c'est le Laplacien. Laplacien, ça veut dire la dérivée seconde par rapport à x carré, la dérivée seconde par rapport à y carré, et la dérivée seconde par rapport à z carré. D'accord? Donc ça, c'est pour vous, vous écrivez toujours comme ça les énergies cinétiques. C'est-à-dire c'est toujours moins h bar carré sur 2m delta. Ici, puisqu'on a deux électrons, donc c'est delta 1, delta 2. Maintenant, l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est Q1, Q2, 4pi epsilon 0 et la distance entre les deux charges. Si on considère l'attraction noyau électron 1, je reviens ici, donc noyau électron 1, donc ça va être l'énergie potentielle, c'est moins 1 sur 4pi epsilon 0, E au carré, 2E au carré, parce que Z égale à E, égale à 2, donc ZE, fois la charge de l'électron, donc ça fait 2E fois E, donc ça fait moins E2E au carré. La même chose pour l'électron 2, vous avez c'est moins 1 sur 4pi epsilon 0,
2E au carré sur R2, la distance entre le noyau et l'électron 2. Et on a en plus l'énergie potentielle correspondant à la répulsion entre les deux électrons. Donc la charge Q1, c'est l'électron 1, la charge Q2, c'est l'électron 2. Donc moins E, ça fait plus E au carré sur la distance R12. D'accord? Donc l'hamiltonien s'écrit de cette façon-là. Donc, l'énergie cinétique du système, donc c'est l'énergie cinétique de l'électron 1 plus l'énergie cinétique de l'électron 2 plus l'énergie potentielle. Alors, l'équation comme ça est très difficile à résoudre. Donc, elle est presque impossible à la main et à la machine, c'est aussi difficile. Donc, il faut faire des approximations, c'est-à-dire on va essayer de la simplifier. Alors, la première façon de simplifier cette équation, c'est on va négliger la répulsion entre les électrons. C'est-à-dire, on va supposer qu'il n'y a pas de répulsion entre les deux électrons. Ça veut dire que sur l'hamiltonien, qu'est-ce qui va changer? C'est l'énergie potentielle. Ça veut dire que ce terme-là ne va plus exister. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Donc, je continue. Donc l'hamiltonien, donc on va l'écrire, on va le réécrire de nouveau, mais sans le terme répulsion des deux électrons. Donc on va l'écrire comme ça. Donc donc si on néglige la répulsion, donc on va avoir l'hamiltonien. Donc ça c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et vous voyez ici que le terme qui correspond à la répulsion électron-électron n'existe plus. Donc, comment on peut écrire l'hamiltonien? Donc, on va l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire, on va essayer de regrouper les termes qui correspondent à l'électron 1, c'est-à-dire l'énergie cinétique de l'électron 1, plus l'énergie potentielle correspond à l'électron 1, et l'énergie cinétique de l'électron 2, et l'énergie potentielle correspondant à l'électron 2. Donc, on peut écrire cet hamiltonien comme la somme de deux hamiltoniens correspondant à l'électron 1 et l'électron 2. Donc, on a, et bien sûr, H1 et H2, ils sont identiques parce que les électrons sont identiques. D'accord? Donc, on va avoir un hamiltonien qui est plus ou moins égal à la somme de deux hamiltoniens identiques. Donc, comment on peut écrire l'énergie, l'équation correspondant à celle de l'hydrogénoïde. Donc, on obtient donc H1 psi 1 égale E1 psi 1. Donc, c'est-à-dire c'est l'équation de Schrödinger correspondant à l'électron 1. Et l'équation de Schrödinger de l'équation de l'électron 2, c'est H2 psi 2 égale à E2 psi 2. D'accord? Donc, l'énergie totale du système, c'est quoi? L'énergie totale du système, c'est l'énergie de deux électrons. Avec, on a vu que E1 et E2 sont égales à moins 13,6 Z carré sur N carré. Si on suppose l'électron se trouve sur N égale à 1, donc ça va être 2 carré sur 1 au carré. Donc, on va trouver une énergie totale de moins 108,8 électronvolts. Alors, cette valeur-là, elle est très différente de la valeur expérimentale, qui est voisine de moins 78,8 électronvolts. Donc, si on trouve un résultat, si on fait une théorie ou bien une hypothèse et on fait les calculs et on trouve que ces résultats-là sont très loin de la réalité, de ce qui se passe expérimentalement, ça veut dire qu'une chose, ça veut dire que l'approximation que nous avons faite est très mal, n'est pas bonne. Donc, il faut essayer de corriger ça. Donc, la correction va venir de Slater. Slater va essayer de corriger ce problème-là. Et il va dire quoi? Il va nous donner une théorie qu'on appelle la théorie de Slater. Ou bien on l'appelle aussi l'effet écran. Alors, c'est quoi l'effet écran? Alors, qu'est-ce qu'il va dire ce chercheur? Il va dire, on va supposer que lorsque vous avez deux électrons, par exemple, dans le cas de l'hélium, on a deux électrons et on a la charge du noyau.
D'accord? Donc, tout se passe, c'est comme si un électron va, par exemple, si on prend l'électron 1, on va dire que l'électron 1 va ressentir une charge inférieure à la charge Z parce que cette charge Z sera affaiblie par la présence de l'électron 2. Alors, si l'électron est seul, on revient sur l'image ici, c'est l'électron est seul, c'est-à-dire vous avez une attraction, l'énergie potentielle qu'on a vue tout à l'heure, donc ça va être ZE fois E, ça, Q1, Q2, d'accord? Mais s'il y a un autre électron, cette charge-là sera modifiée, c'est-à-dire l'attraction, elle va être différente du cas où l'électron est seul. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres électrons. Et on dit que chaque électron fait écran sur l'autre. C'est-à-dire que la présence de l'électron 2 va se manifester par le fait que la charge Z ressentie par l'électron 1 va être diminuée, sera inférieure. Donc, il va ressentir, au lieu de ressentir la charge Z entière, il va ressentir une charge Z étoile, qu'on appelle la charge fictive, qui est inférieure à Z. Et pourquoi inférieure à Z? Parce qu'il y a l'électron 2 qui est présent. La même chose pour l'électron 2. Il va ressentir une charge Z qui est inférieure à la charge réelle du noyau, parce qu'il y a l'électron 1 avec lui. C'est ça, c'est ce qu'on appelle effet écran. C'est-à-dire, il a بغيتو تقولوا بالعربية الحاجز. كل électron كيعمل حاجز على آخر pour qu'il ne ressente pas la même charge ديال Z. Si l'électron est seul, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire l'électron va ressentir la charge, il y a une attraction ZEE, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres électrons, chaque électron va influencer, si vous voulez, l'attraction par sa présence. C'est-à-dire, au lieu que l'électron ressente une charge Z, il va ressentir une charge différente Z étoile, qui est bien entendu inférieure à Z, mais parce qu'il y a les autres électrons qui sont avec lui. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça va? Répondez, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas si ça va ou pas parce que vous dites rien, donc je continue. Alors, donc on a dit donc la charge, donc il y a un effet, et on dit un effet écran. Chaque électron va cacher la charge Z à l'autre parce que il est là. Et ça se passe, c'est aussi bien, c'est valable pour l'électron 1 et pour l'électron 2. Donc, tous les deux, ils vont ressentir, chacun va ressentir une charge Z étoile inférieure à la charge Z parce qu'il n'est pas seul à l'intérieur de la couche. Alors, comment on va appliquer cette théorie? Donc, l'effet d'écran assimile les répulsions électroniques à une diminution de la charge nucléaire Z. Donc, bien sûr, donc l'effet écran, donc le résultat de l'effet écran, c'est que la charge Z, elle est diminuée. Et elle est égale, donc Z étoile, donc la charge fictive que va ressentir réellement l'électron est égale à la charge Z réelle moins une constante sigma qu'on appelle constante d'écran. Alors, ce sigma-là, il va être différent en fonction de la position des électrons. On va voir plus tard comment on va les calculer. Donc, dans le cas de l'hélium, lorsque l'énergie EI, elle sera égale à moins 13,6, donc on va remplacer la charge Z réelle par la charge fictive Z étoile au carré sur N au carré. Ici, dans le cas de l'hélium, c'est-à-dire ici, lorsque les électrons, tous les deux sont sur la couche, dans la couche N égale à 1, c'est-à-dire 1S, on a sigma égale à 0,31. On va voir ça, vous allez comprendre plus tard comment on va calculer les valeurs de sigma. Donc, l'énergie de l'électron 1 est égale à l'énergie de l'électron 2 égale à moins 13,6 Z étoile carré sur 1 au carré. Donc, on a dit Z étoile, c'est égal à Z moins sigma, donc ça veut dire 2 moins 0,31 au carré
sur 1 au carré. Donc, l'énergie de l'électron 1 est égale à celle de l'électron 2 égale à moins 38,8 électronvolts. Et l'énergie totale, ça va être 2 fois la valeur de cette énergie, donc ça fait moins 77, pardon, moins 77,7 électronvolts. Alors, cette valeur-là, comme vous voyez, vous pouvez le voir, elle est très proche de la valeur expérimentale. Donc, ça veut dire que l'approximation de Slater, elle est assez bonne. Donc, on va la généraliser à l'étude d'autres atomes à plusieurs électrons. Donc, comment on va écrire, donc, comment on va généraliser ça? Donc, pour l'équation de Schrödinger, donc ça va être quoi? Donc, c'est moins h bar carré sur 2m delta I, z étoile I au carré 4 pi epsilon 0 psi de I égale à EI psi de I. Ça c'est pour chaque électron. Donc, l'électron, donc pour chaque électron, il aura cette équation de Schrödinger. Et Z étoile I, ça va être quoi? Ça va être Z moins la somme des sigma de tous les autres électrons. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire, ici, si on va revenir sur l'hélium, ici vous avez vu que ici, il n'y avait que l'électron 1, avec lui, on n'avait qu'un seul électron, c'était l'électron 2. Donc, l'énergie E1 égale, on a vu, donc c'est égal à Z moins sigma. Z étoile égale à Z moins sigma. Et normalement, cet effet d'écran, il peut être provoqué par plusieurs électrons et pas seulement un seul. Ici, par exemple, si on avait d'autres électrons, ça veut dire le sigma, le Z étoile, il aurait été différent. Donc, c'est pas la même chose que si l'électron I était avec un seul électron ou s'il était avec plusieurs électrons. Ça veut dire que chaque électron va apporter sa constante d'écran. Donc, le sigma, il est différent en fonction si l'atome il va dépendre, si vous voulez, du nombre d'électrons présents dans l'atome. Donc, on va faire, pour calculer Z étoile, la charge fictive ressentie par un électron, il faut faire les constantes d'écran de tous les électrons qui sont avec lui. C'est-à-dire que les électrons qui vont lui cacher, on va faire la somme des constantes de tous les électrons qui font écran sur lui. Et la charge effective va être égale donc à Z moins sigma dj. Sigma dj, ça veut dire la constante d'écran de tous les électrons J qui sont différents de I. Donc, constante J, c'est la constante d'écran d'un électron J sur l'électron I. Donc, l'électron considéré, c'est l'électron I, et tous les autres électrons qui sont avec lui, c'est les électrons J. Donc, la charge Z, elle sera modifiée, elle est égale à Z étoile, et ce Z étoile, il va dépendre du nombre d'électrons qui sont présents dans l'atome, c'est-à-dire des J électrons. Est-ce que ça va? Oui. J'ai pas entendu. Oui, ça va. Ça va, donc vous comprenez. Donc, on va continuer. Alors, quelle est l'énergie? Donc, l'énergie de l'électron I serait égale à moins ZI étoile au carré. Et on va remplacer aussi le nombre quantique n par un nombre quantique qu'on appelle apparent, par n étoile. Parce que lorsque l'atome se trouve sur les couches supérieures, on va voir le n, il va être différent. Fois 13,6 et l'énergie totale, c'est l'énergie de tous les électrons. C'est la somme des énergies de tous les électrons. Donc voilà l'énergie de l'atome. Donc l'énergie de l'atome, ça va être la somme des énergies de tous les électrons qui sont dans l'atome. Donc Slater, donc on a dit introduit un nombre quantique n apparent pour améliorer la concordance entre les énergies réelles et celles calculées, bien sûr. Donc il va rajouter ce n étoile, c'est pour que les résultats soient plus proches. Alors, nous avons des règles empiriques, qu'on appelle des règles empiriques de Slater, pour calculer les constantes sigma.
parce que sigma intervient ici dans l'expression de Z étoile. Donc, pour chaque électron, I, on a Z étoile égale à Z moins sigma dj. Donc, on va voir comment on peut obtenir ce sigma. Alors, la première chose à faire lorsque vous avez un atome à plusieurs électrons et vous voulez calculer l'énergie, la première des choses, il faut donner, donc on va voir ça plus tard, il faut donner la configuration électronique. La configuration électronique, on va la voir tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment, puisque vous avez beaucoup d'électrons, comment vont se répartir les électrons sur les différentes couches qui sont dans l'atome. Quelles sont les couches qu'on a vues dans l'atome? C'est les couches n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on avait l'hydrogène, l'électron se trouvait sur la couche n égale à 1, 1s. Lorsqu'on a l'hélium ici, par exemple, on a vu, il y avait 2 électrons, donc les 2 électrons se trouvent sur n égale à 1, mais si on a plus de 2 électrons, donc il y a des règles, on va voir des règles pour comment mettre les électrons dans les différentes couches. Sinon, on va laisser cette partie-là, parce qu'on aura besoin de la configuration électronique pour pouvoir continuer le cours. Donc, je vais aller directement à la partie configuration électronique. Alors, c'est quoi la configuration électronique? Donc, on a dit tout à l'heure, donc dans l'atome, il y a plusieurs couches énergétiques. N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, et ainsi de suite. Et la configuration, s'il vous plaît, coupez les micros et la configuration. Coupez l'écran, s'il vous plaît. Mademoiselle Kalbas. D'accord, on continue donc. Donc, si l'atome a plusieurs électrons, les électrons vont se répartir sur les différents niveaux énergétiques, mais ils ne vont pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont gérer la répartition des électrons dans les couches électroniques. Donc, quelles sont ces règles? C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'atome doit avoir une énergie minima. Ça, c'est la première des règles. C'est-à-dire les électrons vont se mettre de préférence dans des couches où leur énergie va être avoir la valeur la plus minimale possible. Donc, on a vu donc les niveaux énergétiques qui sont caractérisés par les nombres quantiques n, le nombre quantique secondaire L qui caractérise la sous-couche et le nombre quantique M qui caractérise combien de sous-couches dans chaque couche. D'accord? Désormais, on va représenter chaque orbital électronique par des cases. On appelle ça les cases quantiques. Donc, on va représenter, donc, lorsqu'on va parler de 1S, on va mettre, puisque nous avons toujours l'orbital S correspond à L égale à 0, donc M égale à 0. Donc, pour chaque couche, pour chaque valeur de N, nous avons une seule couche L, S. Donc, toujours, on va la représenter avec une case. La couche P, puisque M égale à 3 valeurs moins 1, 0, 1, donc nous avons 3 orbitales P, donc on va les représenter par trois cases quantiques. Pour L égale à 2, si L égale à 2, on voit M compris entre moins 2 et plus 2, c'est-à-dire M peut prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1, 2, donc nous avons 5 orbitales D, et si L égale à 3, nous avons 7 orbitales F, et ainsi de suite. Donc chaque case quantique peut contenir donc chaque case ou bien orbitale, c'est comme vous voulez, mais on va d'abord, pour les configurations, on va les représenter par des cases quantiques. Mais après, bien sûr, on va abandonner la notion de case quantique. Donc, chaque orbitale contient deux électrons au maximum. Donc, on va rajouter le quatrième nombre quantique, c'est le nombre de spins. S. Alors, si l'électron sera représenté par une flèche,
Donc, si l'électron dans la case si la flèche est dirigée vers le haut, ça veut dire que le spin elle est positif, c'est-à-dire plus un demi. Si la flèche ou l'électron est dirigé vers le bas, ça veut dire que l'électron, le spin de l'électron est moins un demi. Par exemple, ici dans une case, on va avoir, si elle est occupée au maximum par deux électrons, donc, on va avoir deux flèches, une dirigée vers le haut et une dirigée vers le bas. Et on va voir pourquoi on peut pas avoir, parce que on va voir tout à l'heure que c'est une règle de remplissage, c'est-à-dire que deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux électrons dans une même case, ils ont la même valeur de N, la même valeur de L et la même valeur de M. Donc, pour qu'il n'ait pas les quatre nombres quantiques identiques, il faut que le spin soit différent. Donc, l'un aura un spin positif, c'est-à-dire dirigé vers le haut, et l'autre, il aura un spin négatif, c'est-à-dire dirigé vers le bas. Maintenant, on va voir les règles. Alors, donc, pour les règles, l'énergie dépend de N. Bien sûr, donc, et on a vu que donc, vous avez l'énergie E1, E2, E3, ainsi de suite. Mais on a vu qu'il y a une levée de dégénérescence des sous-couches. On a vu tout à l'heure que les sous-couches, ils ont des valeurs d'énergie un peu différentes, mais pas beaucoup. Et on appelle ça la levée de dégénérescence. Dans une même couche électronique, c'est-à-dire que vous avez la couche, par exemple, pour la couche n égale à 2, on a deux niveaux, deux sous-couches. Ici, pour la couche n égale à 1. Donc, on a une seule sous-couche, c'est un S. Donc, un seul niveau énergétique. Il n'y a pas de sous-couche. Lorsque n égale à 2, on a vu qu'on avait la sous-couche L égale à 0, qui correspond à 2S, et la couche L égale à 1, qui correspond à 2P. Alors, entre ces deux couches, il y a une différence d'énergie. C'est-à-dire que la couche 2S, elle est légèrement moins énergétique que la couche 2P. Donc, vous allez avoir le niveau 2S ici, et les trois niveaux de P qui ont la même énergie par contre, ces trois-là, ils sont un peu décalés par rapport à A2S, mais pas beaucoup. Ensuite, dans le niveau n égale à 3. Dans le niveau n égale à 3, on a vu trois valeurs de L. L égale à 0, donc c'est la couche 3S, la sous-couche 3S. Si n égale à 1, si L égale à 1, pardon, c'est la couche 3P. Si L égale à 2, c'est la sous-couche 3D. Et bien sûr, ces trois sous-couches-là, elles sont différentes, légèrement différentes en énergie. C'est-à-dire que la couche 3S ou l'orbitale 3S, elle est un peu moins énergétique que la 3P et 3P est, à son tour, elle est moins énergétique que la sous-couche 3D. Donc, on dit qu'il y a une levée de dégénérescence, c'est-à-dire que les énergies sont un peu différentes, mais pas tellement. Alors, maintenant, on va voir les règles de remplissage. Alors là, comment vont se répartir les électrons dans les différents niveaux énergétiques. Donc, nous avons vu donc, quels sont les niveaux énergétiques, c'est ceux-là. Vous avez le niveau 1S, n égale à 1, et il y a une seule orbitale ou bien une seule sous-couche. Donc, dans la couche elle est n égale à 1 ou la couche K, il y a une seule orbitale, c'est 1S. Dans la couche n égale à 2 ou la couche K, L, pardon, il y a deux sous-couches, 2S, 2P. Dans la couche n égale à 3 correspondant à la couche M, il y a trois sous-couches, 3S, 3P, 3D, parce qu'on a vu qu'il y a trois valeurs de L. Et ici, bien sûr, les 3P, ça veut dire qu'il y a une valeur M égale à moins 1, 0, 1, M égale ici moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, on a 5 orbitales D parce que nous avons 5 valeurs de M. Ici, il y a 3 orbitales P parce que nous avons 3 valeurs de M. Et ici, pour 3S, on a une seule orbitale 3S parce que nous avons une seule valeur de M qui est égale à 0. D'accord? Donc, pour voir maintenant comment vont se répartir les électrons sur les différents niveaux 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, on va voir que ces règles-là,
ils vont pas se mettre n'importe comment. Donc, la première règle, c'est la règle d'exclusion de Pauli. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pauli? Il dit que deux électrons qui appartiennent à la même sous-couche ne doivent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Alors, c'est-à-dire, si vous avez ici 2 électrons sur un S, quels sont les nombres quantiques des électrons qui sont sur un S? Alors, lorsque l'électron est sur un S, il a n égale à 1, c'est la couche S, donc L égale à 0, et puisque L égale à 0, M égale à 0. Donc les deux électrons qui vont se trouver sur un S, ils vont avoir N égale à 1, L égale à 0 et M égale à 0. Donc, pour différencier, et ensuite, on a le quatrième nombre quantique, c'est le nombre de spins, on a dit tout à l'heure. Donc, on rajoute toujours ce nombre de spins. Alors, le rôle du nombre de spins, c'est qu'il va, il va, il va être différent pour les deux électrons. Donc, si un électron aura un spin 1,5, l'autre, il aura un spin moins 1,5. Et comme ça, ils n'auront pas les 4 nombres quantiques identiques. Donc, ils vont avoir N identique, L identique, M identique, mais pas S. Donc, deux électrons qui appartiennent à la même couche ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Alors, ensuite, donc, ils vont différer par le nombre de spins, c'est-à-dire 1,5, c'est-à-dire lorsque l'électron est 1,5 à un spin 1,5, on va le symboliser comme ça avec une flèche vers le haut. Lorsqu'il aura un spin moins 1,5, on va le symboliser par une flèche dirigée vers le bas. Donc, une orbitale atomique contient 2 électrons au maximum. Et ces électrons-là, ils doivent principalement avoir cette représentation-là. Plus un électron qui est dirigé vers le haut, ça veut dire que son spin est positif, et un électron qui est dirigé vers le bas avec un spin négatif. On dit qu'ils sont antiparallèles ou appariés, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Alors, si vous prenez cet électron-là, par exemple, celui qui est dirigé vers le haut, si on veut voir ces nombres quantiques, on va dire que, par exemple, s'il est sur l'orbital 1s, on va dire qu'il a le nombre n égale à 1, la sous-couche L égale à 0, donc parce que c'est S, la couche, si L égale à 0, M égale à 0, et le spin égale à plus 1,5. Le deuxième, il va avoir N, L et M identiques à celui-là, mais avec un M, un S égale à moins 1,5. Alors, lorsque l'électron se trouve seul sur une orbitale, ou bien sur une sous-couche, c'est-à-dire vous n'avez pas deux électrons, vous avez un seul, on dit il est célibataire ou non apparié, c'est-à-dire qu'il est tout seul, célibataire, ou on dit qu'il n'est pas apparié, qu'il n'a pas avec lui un autre électron. Et une orbitale qui est vide, on dit que c'est une lacune électronique. Donc, une orbitale qui ne contient pas d'électrons, on dit que c'est une lacune. On va passer à la deuxième règle, c'est la règle de stabilité, au principe de stabilité. Alors, l'état fondamental, un atome se trouve dans l'état le plus stable correspondant à l'énergie la plus basse. C'est-à-dire, à l'état fondamental, les électrons vont se mettre de préférence dans des énergies, des couches qui ont des énergies minimales, la plus basse possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies, on va commencer à remplir. Donc, si on regarde cette succession-là, c'est-à-dire on va remplir 1S, 2S, 2P, 3S, 3P et ainsi de suite. Mais la règle, elle est comme ça. Donc, c'est la règle du N plus 1 minimal. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez mettre un électron sur une couche, il faut calculer la valeur de N plus L. Et c'est celle qui est minimale qu'on va respecter. Alors, alors je m'explique ici. Par exemple, vous avez dans le niveau 1S. Le niveau 1S, c'est le niveau fondamental, donc c'est sans discussion, c'est le plus stable. Donc, ce niveau-là, il contient 2 électrons au maximum. Donc, on va mettre 2 électrons sur le niveau fondamental. S'il y a d'autres électrons, où la question se pose, où on va mettre des électrons, H2S, H2P, H3S, H3P, ainsi de suite. Donc, par exemple, si on a 3 électrons, vous mettez 2 électrons sur un S et le troisième,
on réfléchit, est-ce qu'on va le mettre sur 2S ou sur 2P? Dans ce cas, il faut calculer N plus L minimal, c'est-à-dire on va prendre ici, on va calculer le N plus L de cette sous-couche et N plus L de cette sous-couche. Et celle qui a la valeur minimale, c'est là où on va mettre l'électron. Par exemple, ici, quelle est la valeur de N plus L de la couche 2S? Donc, N égale à 2 et L égale à 0. Donc, N plus L, ça fait 2. Ici, dans la couche de P, on a N égale à 2 toujours et L égale à 1. Donc, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, N plus L de 2S est inférieur à N plus L de 2P. Donc, on va mettre l'électron ici sur 2S. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça c'est ça le critère de remplissage. C'est-à-dire, de préférence, les énergies les plus basses. C'est-à-dire que si j'ai un troisième électron et j'ai le niveau N égale à 2 vacant ou vide, je ne vais pas le mettre sur 3S. Je vais bien sûr le mettre sur 2S, sur N égale à 2. Maintenant, à l'intérieur de N égale à 2, parce que comme on a dit tout à l'heure une différence d'énergie entre les deux niveaux, donc je vais essayer de voir quel est celui qui a le N plus L minimal. D'accord? Donc c'est ça la règle de N plus L, c'est-à-dire qu'on calcule, on occupe d'abord les couches électroniques de plus basse valeur d'énergie, c'est-à-dire En minimal. Et si on est dans la même couche, on va calculer le N plus L. Donc, si pour des niveaux ayant le même nombre N plus L, donc c'est celui qui est N minimal qui est N diminue lorsque avec l'énergie qui diminue. Donc, la première sous-couche à remplir est celle qui a la somme N plus L petite. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va commencer à remplir N minimal et ensuite, on va voir le N plus N minimal. Par exemple, ici, vous avez donc les exemples de remplissage. Supposons qu'on a des valeurs, qu'on a beaucoup d'électrons. Donc, on commence par N égale à 1, bien sûr, c'est l'énergie minimale. Donc, on met deux électrons, on passe au niveau N égale à 2. Sur N égale à 2, nous avons deux sous-couches. Nous avons l'orbital 2S et la sous-couche 2P. Donc, pour savoir si on met l'électron sur 2S ou sur 2P, je calcule, j'ai dit tout à l'heure, N plus L. Donc, ici, pour 2S, N plus L, ça fait N plus 0, donc ça fait 2. Pour 2P, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, les électrons, je vais les mettre en premier sur 2S. Donc, je mets deux électrons sur 2S et je remonte à 2P. Donc, je mets sur 2P, combien il y a au maximum d'électrons? Donc, 2P, on a dit M égale à moins 1, 0, 1. Donc, j'ai trois orbitales 2P qui ont la même énergie. Donc, je vais mettre deux électrons dans chaque orbitale, 2px, 2py et 2pz. Donc, la sous-couche 2p contient au maximum 6 électrons. La sous-couche 2s contient 2 électrons. Et je remonte au niveau n égale à 3. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les orbitales 3s et 3p sont 3s et moins possèdent n plus l minimal. Donc, je mets 2 électrons sur 3s. Je mets 6 électrons sur 3p. Et si j'ai d'autres électrons, est-ce que je les mets sur 4s ou 3d? Parce qu'ici, dans la couche n égale à 3, j'ai encore un niveau d'énergie, une autre sous-couche, L égale à 2 qui correspond à l'orbital 3D. Ici, les orbitales 3D, on a 5 orbitales 3D. Donc, ici, pour 3D, on a 10 électrons au maximum. Alors, la question qui se pose, est-ce que je les mets sur 3D ou je les mets sur 4S? Je passe au niveau supérieur. Alors, si je calcule N plus L de 4S, de 3D d'abord. Alors, 3D, ça veut dire N égale à 3 et L égale à 2, ça fait 5. Donc, N plus L égale à 5. Pour le niveau N égale à 4, j'ai N égale à 4. Donc, N plus L, ça fait 4. Donc N plus L de 3D est supérieur à N plus L de 4S. Donc, je mets d'abord deux électrons sur 4S et je remonte à 3D.
après c'est 4P, après c'est 5S et ainsi de suite. Donc voilà le remplissage, comment se fait le remplissage des électrons. Et c'est ce qu'on a, ça, cette règle-là, ça s'appelle la règle de Kleshkovsky. Donc la règle de Kleshkovsky, c'est une règle qui respecte les N plus L minimales. Donc si vous avez, donc on met 2 électrons ici sur un S. Si on a d'autres électrons, on passe à 2S. Donc 2S, on met 2 électrons, on va passer à 2P ensuite. 2P, j'ai 6 électrons. Si j'ai d'autres électrons, je vais à 3S, ensuite 3P. Alors, lorsque je sature la sous-couche 3P, quand je dis je sature, c'est-à-dire que les 3 cases sont complètement remplies, c'est-à-dire qu'on a 6 électrons sur 3P. Donc, je ne peux pas mettre plus sur 3P. Donc, je passe, au lieu de rester dans la même couche, la 3D, puisqu'on a vu tout à l'heure N plus L de 4S est inférieur à N plus L de 3D, donc je vais d'abord mettre 2 électrons sur 4S et ensuite revenir à 3D. Donc de 3D, je vais à 4P et 4P, je vais à 5S. 5S, 4D et ainsi de suite. Donc ça, donc ça s'appelle le chemin de Kleshkovsky et vous devez le savoir par cœur. Là, il faut vraiment savoir par cœur comment se fait le remplissage. Alors, il y a quand même quelques exceptions. C'est lorsque vous avez, par exemple, ici, oui, normalement, je reviens ici, donc 3P, 4S. Alors, 4S, donc 4S possède deux électrons au maximum. Donc, je mets 2 électrons sur 4S, après je reviens à 3D. 4P, 5S, 4D, ainsi de suite. Mais il y a une exception à cette règle-là, c'est lorsque vous avez dans la couche 3D ou la couche D, vous avez 9 électrons et dans la couche 4S, on a 2 électrons. Parce qu'ici, on a vu tout à l'heure qu'on met d'abord 2 électrons sur S, comme ici. On met 2 électrons sur 4S et ensuite, on va remplir 3D. D'accord? Donc, si par exemple, l'exception, c'est celle-ci. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par celle-ci, pardon. Donc, vous avez ici 4S2, par exemple, si n égale à 4, 4S2, et le reste, on va le mettre sur 3D, c'est-à-dire, et on a 4 électrons sur 3D. Alors, si on est dans ce cas-là, ça veut dire que cette couche-là, l'orbital 3D, il va lui manquer un seul électron pour qu'elle soit à moitié remplie. À moitié remplie, c'est-à-dire lorsque la couche 3D est complètement remplie et contient 10 électrons, à moitié remplie, c'est-à-dire 5 électrons. Et on va donc l'électron qui se trouve sur 4S2, on va le mettre sur 3D pour qu'on ait cette représentation-là. On va se représenter avec un électron sur 4S et 5 électrons sur 3D. Ça, c'est la seule exception. C'est lorsque vous avez 4 électrons sur 3D et la même chose se représente lorsque vous avez 9 électrons sur 3D. Alors, lorsque vous avez 4 électrons et 4 et 9, à ce moment-là, vous enlevez un électron de la couche S pour le mettre sur la couche 3D pour que soit à moitié rempli ou bien complètement rempli, c'est-à-dire ou bien à 5 ou bien à 10. Donc c'est le seul cas c'est la seule exception. C'est-à-dire que pourquoi? On a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est plus stable. La couche, lorsqu'elle est remplie à 10 électrons, elle est très stable. Et la même chose, lorsqu'elle est à moitié remplie à 5 électrons, elle est très stable. Donc, puisqu'on a dit l'électron va chercher toujours un maximum de stabilité,
Donc, on va enlever un électron de la couche de l'orbital S pour la mettre sur 3D pour qu'elle soit à 5 électrons ou alors la mettre à 10 au lieu de 9. Donc, les seules exceptions qui se présentent, c'est lorsque vous avez S2, D9 ou D4. À ce moment-là, on enlève un électron de S et on le met sur l'orbital D pour avoir ou bien D5 ou bien D10. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, on est là. D'accord. Vous suivez? Oui. D'accord. Donc, on va passer maintenant à l'autre règle, c'est la règle de Hund. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la règle de Hund? Il dit, lorsque les orbitales ont même énergie, les électrons se répartissent avec un maximum de spins parallèles. Par exemple, pour le carbone. Alors, le carbone, il a 6 électrons. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 électrons à répartir dans les différents niveaux énergétiques. Donc, comment on va le faire? Donc, on a ces possibilités-là. C'est-à-dire, vous mettez 2 électrons sur un S. Ensuite, nous montons au niveau supérieur, c'est-à-dire n égale à 2. Et on a dit que dans n égale à 2, on mettait 2 électrons au maximum sur 2s parce que 2s possédait n plus L minimal. Et le reste, on va le mettre sur 2p. C'est-à-dire combien il nous reste? Ici, on a 2, on a 4 et il reste 2 électrons. Donc, ça veut dire comment on va faire? Comment on va mettre les 2 électrons? Et on sait que dans l'orbital de P, il y a trois cases. C'est-à-dire qu'il y a 3 orbitales de P, la 2px, la 2py et la 2pz. C'est-à-dire, est-ce que je les mets ensemble dans une même case ou alors je les mets séparés? Si je les sépare, comment je les sépare? Est-ce que je les mets comme ça, avec un spin, l'un avec un spin positif et l'autre un spin négatif, ou alors je les mets comme ça avec un spin parallèle. Ça, on dit un spin parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur, S plus un demi. Alors, il y a ici, la règle nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit la règle? Alors, il nous dit les orbitales, on se présente, lorsqu'on a la même valeur de l'énergie, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la même orbitale, alors les électrons vont se mettre de façon à ce que on ait un spin parallèle, un maximum de spin parallèle. Alors, lorsque vous faites la somme, vous trouvez le maximum. C'est-à-dire ici, on va mettre S1 demi, S moins 1 demi, ça fait 0. Ici, la même chose. S plus 1 demi, S moins 1 demi, ça fait 0. Ici, vous avez S1 demi, S1 demi, ça fait 1. Donc là, ça, c'est le maximum. Donc, les électrons vont se mettre de cette façon-là. C'est-à-dire, on va occuper le maximum de cases et avec des spins qui ont la même direction. Ici, par exemple, si on avait un troisième électron, on va le mettre ici, mais avec un spin aussi, avec un spin S plus 1 demi. Donc, dans la première case, on a dit tout à l'heure, ici, si vous voyez sur un S, on a mis les 2 électrons, l'un avec un spin positif, l'autre avec un spin négatif. Sur 2S, la même chose. On met 2 électrons au maximum, mais l'un avec un spin positif, l'autre avec un spin négatif. Dans les orbitales de P, on est obligé de les mettre de façon à ce que leur spin soit maximal. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme, on ne trouve pas 0 ou moins 1 demi, on trouve ici 1. Donc, vous avez ici plus 1, plus 1 demi, plus 1 demi, donc ça fait 1. Donc, c'est cette répartition-là qui est la bonne. Donc, lorsque vous avez des électrons, plusieurs électrons, donc il faut les mettre de cette façon-là, c'est-à-dire avec un spin, le maximum avec un spin parallèle, et après on continue. Par exemple, si on avait, je ne sais pas, si on avait 8 électrons par exemple, comment on va les mettre? Alors, si on avait le cas de l'oxygène, supposons qu'on a le cas de l'oxygène ici. L'oxygène, c'est Z égale à 8, c'est-à-dire on a 8 électrons. Donc, on met 2 sur un S, on met 2 sur 2S, donc ça fait 4. Et sur P, il faut mettre 4.
Donc, comment on va les mettre? Donc, on va mettre 1, 2, 3. Le troisième, il va se mettre comme ça avec lui aussi un spin comme ces deux-là. Donc, c'est-à-dire, la flèche sera dirigée vers le haut. Et le quatrième, on va le remettre ici avec un spin, bien sûr, vers le bas, parce qu'on a dit tout à l'heure que dans une même case quantique, on peut pas, les quatre nombres quantiques ne doivent pas être identiques. Donc, N, L, M et S doivent être différentes. Alors, ici, donc, on a des exemples. Donc, on a vu tout à l'heure, ou bien on va les représenter avec des cases quantiques, ou bien avec seulement avec l'orbital et le nombre d'électrons qui est au-dessus. Alors, si par exemple, on prend le cas de l'oxygène, on a dit tout à l'heure, l'oxygène, il a 8 électrons. Donc, comment on va mettre les électrons? Donc, attendez, je vais revenir sur l'autre schéma, on voit mieux, je crois. Ici. Alors, si vous avez l'oxygène, vous avez 8 électrons. Donc, Z égale à 8, c'est-à-dire on va mettre 2 électrons sur un S, l'un avec un spin positif, l'autre avec un spin négatif, 2 électrons sur 2 S, avec spin positif, spin négatif. Donc, plus vous remplissez, plus il faut faire le compte. Donc, vous avez 2, 4. Sur la 2P, combien on va mettre? Normalement, l'orbital 2P, elle contient au maximum 6 électrons. Donc, nous, on a 4 électrons à mettre sur 2P, donc ça va être 2P4. Donc, 1S2, donc 1S2, ça veut dire sur 1S, nous avons 2 électrons. 2S2, ça veut dire sur 2S, nous avons 2 électrons, et sur 2P, nous avons 4 électrons. Et si vous voulez représenter ça avec des cases, alors l'oxygène, j'ai dit tout à l'heure, avec 2 électrons sur 1S, donc 1S2, 2 électrons sur 2S, ça fait 2S2, et sur 2P, on va mettre 4 électrons, ça va être 2P4, avec un troisième électron comme ça dirigé vers le haut, et le quatrième, on va le mettre à côté du premier, mais avec un spin antiparallèle, c'est-à-dire dirigé vers le bas. Ensuite, donc, pour le cobalt, il a Z égale à 27, c'est-à-dire que vous avez 27 électrons à mettre sur la couche électronique. Donc, on va mettre 1 sur 2S, 2 sur 1 sur 1S, pardon, 2 sur 1S, pardon, 2 sur 2S, 6 sur 2P, 3 sur 2S, 6 sur P. Ensuite, on a dit, après 3P, on va aller à 4S au lieu de 3D, parce qu'on a vu que 4S, le N plus L de 4S était inférieur à N plus L de 3D. Donc, on va mettre 2 électrons sur 4S, et il nous reste 7 électrons, on va les mettre sur 3D. Et bien sûr, sur 3D, on va les mettre comme ça. Si vous avez les cases, on a donc... ici, on va mettre d'abord 5 électrons comme ça avec des spins parallèles, et ensuite, il nous reste 2 électrons, donc on les met un vers le bas et l'autre vers le bas, donc ça fait 7. Donc la configuration électronique du cobalt, c'est 1s2, donc ça s'appelle une configuration électronique, c'est-à-dire c'est la répartition des électrons de l'atome sur les différents niveaux énergétiques. Non, bien sûr, ça, c'est lorsque vous écrivez comme ça, c'est pas faux, parce que nous avons rempli 4S et ensuite 3D, mais bon, le sens n'est pas important. Si vous voulez remplir, réécrire la configuration, mais en mettant 3D à côté de 3P, parce qu'en fait, cette sous-couche-là, elle se trouve sur le niveau n égale à 3. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a des exceptions à la règle de Klieshkovsky. C'est le cas lorsque vous avez 3D4. Donc, 4S2. À ce moment-là, on arrache un électron de 4S pour le mettre sur 3D5, et comme ça, on va avoir une couche 3D
qui est à moitié remplie et elle est beaucoup plus stable que 3D4, 4S2. La même chose se présente lorsque vous avez le cuivre. Le cuivre, normalement, c'est 3D9, 4S2, mais lorsque vous vous retrouvez avec une configuration comme ça, vous enlevez un électron de 4S, vous le mettez sur 3D pour avoir 3D10, 4S1. Donc ça, c'est les deux cas, les deux exceptions. Lorsque vous avez D4, 4S2 et D9, S2. À ce moment-là, on arrache les électrons un électron de S pour remplir la 3D ou bien à moitié ou bien complètement comme ici dans le cas du cuivre. Alors maintenant, si vous avez des espèces ionisées, c'est-à-dire ou bien des atomes chargés positivement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un atome chargé positivement? C'est-à-dire un atome auquel on a arraché les électrons. Et un atome chargé négativement, c'est-à-dire c'est un atome auquel on a rajouté des électrons. Donc, comment on écrit les configurations électroniques des ions? Donc, il faut toujours commencer par l'atome neutre, c'est-à-dire l'atome sans ion, sans charge. Par exemple, si on vous demande de décrire la configuration électronique du cobalt 2+. Qu'est-ce que ça veut dire le cobalt 2+? C'est le cobalt auquel on a arraché 2 électrons. Le cobalt, il a Z égale à 27, donc il a 27 électrons, et le cobalt 2+, il aura 25 électrons au lieu de 27. D'accord? Donc, comment on va écrire la configuration du cobalt 2+? Donc, avant d'écrire celle du cobalt 2+, il faut d'abord passer à la configuration du cobalt. Alors, la configuration du cobalt, c'est celle-ci. Donc, on a dit 27 électrons. Donc, vous mettez 2 sur 1s, 2 sur 2s, donc ça fait 4. 6 électrons sur 2p, donc ça fait 10. 2 électrons sur 3s, donc ça fait 12. 6 électrons sur 3p, donc ça fait 18. Ensuite, de 3p, on a dit on passe à 4s. Donc, 2 électrons sur 4s, donc ça fait 20. Et 3 électrons sur 3d, donc ça fait 27. Donc, si on représente la configuration électronique du cobalt par des cases quantiques, donc nous avons la couche jusqu'à 3s2, 3p6, on ne va pas la représenter, on va représenter seulement cette couche-là, c'est la couche externe. Alors, parce que lorsque vous voulez arracher un électron à un atome, vous n'allez pas arracher les électrons qui se trouvent dans les couches profondes. Les électrons qui vont partir, ce sont les électrons qui sont à l'extérieur. On l'appelle les électrons périphériques. Donc ça s'appelle les électrons de cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de l'atome. Et ceux-là, ce sont les électrons qui sont à l'extérieur, à la périphérique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une réaction chimique, ce sont ces électrons-là qui vont participer le plus. C'est plus facile parce que l'énergie, qu'est-ce qu'on minimale. Alors, donc, on va passer, donc, on va réécrire la configuration, si vous voulez, les couches externes, on va les représenter par les cases quantiques. Donc, vous avez la 3D7, 7 électrons. Donc, vous avez 5 électrons qui ont un spin positif. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le remplissage, c'est-à-dire qu'on a mis un électron dans chaque case et on est revenu sur la case précédente pour rajouter le deuxième. Le deuxième, bien sûr, il doit avoir un spin négatif. Donc, ici, moins 1,5, ici, moins 1,5. Donc, au total, nous avons 7 électrons sur 3D. La 4S, elle possède 2 électrons. Sachant que nous avons commencé par 4S et ensuite nous avons mis 7 électrons sur la 3D. On a respecté la règle de Kleshkovsky. D'accord? Donc, si on veut arracher 2 électrons, quels sont les électrons qui vont partir en premier de préférence? Ici, on a n égale à 3. Ici, on a n égale à 4. Donc, la couche n égale à 4 se trouve, elle est au-dessus, si vous voulez, de la couche 3D. Donc, lorsqu'on va ioniser l'atome,
ce sont les électrons de 4s qui vont partir de préférence. C'est ceux qui vont partir avec une énergie minimale. La réaction sera avec une énergie minimale parce qu'on va arracher les électrons qui sont vraiment à la périphérique. C'est plus facile d'arracher chez Haja Kharja que d'aller chercher un électron qui est à l'intérieur. Donc ici, la réaction, la réaction d'ionisation va se faire en arrachant les électrons 4s. Et si on a besoin d'arracher d'autres électrons, à ce moment-là, on va arracher les électrons de 3D. Mais si on veut arracher deux électrons au cobalt pour avoir le cobalt de plus, donc c'est les 4s qui vont partir. Donc la configuration du cobalt de plus, ça va être 1s2, donc la couche jusqu'à 3s, 3s2, 3p6, elle va rester intacte. Donc ce qui va changer, c'est que la couche 4s n'aura plus d'électrons et il y aura 3d7. Donc la configuration du cobalt de plus, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7. Ça va? Maintenant, si on veut arracher un autre électron au cobalt, c'est-à-dire au lieu d'arracher deux électrons, on va arracher trois électrons. Donc, on a dit tout à l'heure, nous arrachons deux électrons de 4s d'abord, c'est la plus simple à faire. Ensuite, on arrache un électron de 3d7. Donc, la configuration de l'ion cobalt 3+, ça va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Pour le cuivre. Alors, pour le cuivre, si on veut arracher un électron au cuivre, pour avoir le cuivre plus. Donc, d'abord, on écrit la configuration du cuivre. Donc, on a dit c'est 4s2, 3d9. Donc, ça, on est dans le cas de l'exception. Donc, on va arracher un électron de 4s et on va le mettre pour saturer la couche 3d. Donc, la configuration du cuivre, c'est externe du cuivre, c'est 3d10, 4s1. Donc, si on veut arracher un électron au cuivre, on va l'arracher, c'est l'électron 4s qui va partir en premier. Donc, la configuration, ça va être 3d10. 3s2, 3p6, 3d10. Si on veut arracher deux électrons, on va enlever un électron de 4s et un électron de 3d. Donc, ça va être, la configuration sera égale comme ça. Donc, c'est 3d9. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, toujours, on arrache les électrons qui sont à l'intérieur et ensuite on passe aux électrons qui sont à l'extérieur. Pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Donc, on arrache les électrons qui sont à l'extérieur dans les couches externes et après on passe aux couches qui sont en dessous. Alors, ici, on va donner quelques exemples de configuration électronique de quelques atomes. Alors, on commence par le carbone, on l'a donné tout à l'heure. Le carbone, alors pour donner la configuration, donc il faut savoir bien entendu le nombre d'électrons dans l'atome. Alors, on a vu au début du cours, au début de l'année, que la charge Z, c'est le nombre d'électrons lorsque l'atome n'est pas chargé. Donc, ici, dans le cas du carbone, Z égale à 6, c'est-à-dire que le nombre d'électrons égale à 6. Donc, vous avez 6 électrons à répartir dans les niveaux énergétiques. Donc, on commence par le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau n égale à 1. Alors, dans le niveau n égale à 1, nous avons une seule sous-couche, c'est la couche 1s. Donc, on va mettre dedans deux électrons au maximum. Donc, l'un avec un spin positif, l'autre avec un spin négatif. Ensuite, vous avez la couche n égale à 2. Vous avez deux sous-couches. On a la sous-couche 2s, la sous-couche 2p. On va commencer par la sous-couche 2s parce qu'on a vu tout à l'heure, parce que n plus L est minimal de 2s est inférieur à n plus L de 2p. Donc, on commence par 2s. Donc, nous mettons deux électrons au maximum. Donc, au tout, ça fait 4 électrons. Donc, il me reste deux électrons. Je les mets sur la 2p et je dois respecter la règle de Hund. C'est-à-dire, il faut que le spin soit maximal. C'est-à-dire, il doit diriger tous les deux vers le haut. Et chaque électron dans une case différente. D'accord? Donc, voilà la configuration du carbone. Donc, si on veut représenter avec les cases, on les met comme ça. Sinon, on met un S2,
2s2, ça veut dire 2 électrons sur 1s, 2 électrons sur 2s et 2 électrons sur 2p. L'azote. Maintenant, l'azote, c'est symbole, c'est N. Et Z égale à 7. Donc, ça veut dire qu'on a 7 électrons à répartir dans les couches, dans les cases quantiques. Alors, la même règle, c'est-à-dire on commence par les niveaux les plus bas, c'est-à-dire 1s, on va mettre dessus 2 électrons. On passe au niveau n égale à 2, on commence par la 2s, 2 électrons au maximum, donc ça fait 2s2. Et sur la couche de P, la sous-couche de P, on va mettre 3 électrons et bien sûr, avec un maximum, on remplit le maximum de cases, c'est-à-dire un S, un électron, un électron, un électron, avec un spin maximal, c'est-à-dire tous les trois dirigés vers le haut. Dans le cas de l'oxygène, donc on va commencer comme pour l'azote, mais avec un électron supplémentaire. Donc on va le rajouter dans la première case qu'on a remplie pour l'oxyde de 2P, mais avec un spin antiparallèle, c'est-à-dire avec un spin négatif, parce que pour que les deux électrons qui se trouvent sur cette case ne puissent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Le fer, la configuration de fer, c'est Z égale à 26, donc 26 électrons. Donc, toujours la même chose, on commence par les niveaux d'énergie les plus bas, c'est-à-dire avec un N minimal, et ensuite avec un N plus L minimal. Donc ici, vous avez un S, 2 S, 6 électrons sur 2P, parce que là, on est à 10 électrons si vous faites la somme, et vous faites toujours comme ça, c'est-à-dire vous remplissez et vous faites le compte pour que vous ne vous trompiez pas. Ici, 3s, 2 électrons. Ici, la 3p, 6 électrons, donc ça fait 18 en tout. Ensuite, après 3p, je vais à 4s et non pas à 3d parce qu'on a vu tout à l'heure que n plus L de 4s est inférieur à n plus L de 3d. Si vous faites ici le calcul de n plus L, vous avez n égale à 4 et pour S, L égale à 0. Donc, ça fait 4 plus 0, donc ça fait 4. Si vous calculez n plus L de 3d, vous avez n égale à 3. Et pour D, L égale à 0, L égale à 2, pardon, donc ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5. Donc, N plus L de 3D est supérieur à N plus L de 4S. Donc, nous mettons d'abord 2 électrons sur 4S et ensuite nous revenons sur 3D. Donc, on met ici 2 électrons sur 4S, donc ça fait 4S2. Donc, jusque-là, j'ai 20 électrons. Donc, il me manque 6. Donc, je les mets sur la 3D. Toujours remplir, d'abord mettre un électron sur chaque case. Et ensuite, je reviens sur la première et je mets le deuxième électron, mais avec un spin négatif, antiparallèle. Donc, voilà pour les configurations électroniques. Donc, voilà, ça, c'était une partie très importante pour pouvoir, si vous vous souvenez, calculer les règles passer aux règles de Slater. Donc, je reviens sur ce qu'on a dit fait le début de la séance, je reviens à l'approximation de Slater. Donc, pour les atomes à plusieurs électrons, donc nous avons l'énergie de l'atome, ça va être la somme des énergies de tous les électrons et chaque électron, et l'énergie de chaque électron, elle est égale à Z étoile I au carré sur N étoile au carré. D'accord? Alors, pour calculer l'énergie de l'atome avec la règle de Slater, donc il faut d'abord, la première chose, c'est donner la configuration électronique. Ça, c'est la première chose à faire. Et évidemment, il ne faut pas se tromper dans la configuration, parce que vous vous imaginez, si vous vous trompez dans la configuration, vous avez tout le calcul faux. Donc la première chose, c'est donner la configuration électronique de l'atome. Ensuite, on va former des groupes de Slater. C'est ce qu'on appelle les groupes de Slater. Par exemple, vous avez ici, on a le groupe, dans la couche n égale à 1 constitue un groupe. Ici, la couche n égale à 2 constitue un groupe, donc 2s, 2p. C'est-à-dire les électrons qui appartiennent au même groupe vont avoir la même valeur de z étoile. D'accord? C'est comme le cas de l'hélium tout à l'heure.
l'hélium, les deux électrons étaient sur la même couche, donc ils avaient la même valeur de Z étoile. Ici, c'est pareil. On va former les groupes de Slater de façon à ce que les électrons d'un même groupe vont avoir la même valeur de Z étoile et bien sûr la même valeur d'énergie. Donc, les orbitales 2s 2p forment un groupe, les orbitales 3s 3p forment un groupe. Ici, l'orbitale 3d, elle ne va pas faire partie de 3s 3p, donc elle fera un groupe à elle seule. Ensuite, vous avez 4S, 4P, 4D, 4F et 5S et ainsi de suite. Donc ici, c'est ça. Donc la première chose à faire, on a dit tout à l'heure, donc c'est calculer, donner la configuration de l'atome. Ensuite, former les groupes de Slater. Et ensuite, écrire bien sûr l'énergie de chaque groupe. Et l'énergie de l'atome, va être la somme de toutes les énergies qu'on a calculées. Alors ici, nous avons donné un exemple. Alors maintenant, il faut, bien sûr, lorsqu'on on va dire donc Z étoile, ça veut dire il faut calculer Z étoile, il faut calculer les sigma des J. Alors, comment on va calculer les sigma des J? Alors, si J est supérieur à I, alors vous avez ici, je vais donner ici un exemple d'atome à plusieurs électrons. Par exemple, ici, c'est combien? Vous avez l'électron, c'est combien d'électrons ici? Donc, on a ici 2, ici 8, ça fait 10, ici 3, donc ça fait 13. Donc, on a ici un atome à 13 électrons. Donc, on forme les groupes de Slater. Donc, le groupe N égale à 2, ça fait donc c'est un S. Ici, c'est le groupe 2S, 2P, c'est-à-dire 8 électrons. 2 électrons sur 2S, 2 sur P, donc ça fait 8. Le groupe N égale à 3, donc c'est 3S, 3P. Donc ici, c'est 3. D'accord? Alors, si l'électron I, ça va être l'électron d'un même groupe. Et les J, ce sont les autres électrons qui font écran sur I. Par exemple, si je prends en rouge ici, c'est l'électron I. Et je regarde quels sont les électrons qui vont faire écran sur l'électron I. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils font écran, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les électrons qui vont cacher, alors qui vont influencer la charge Z par rapport à I. Alors, ici, on vous a dit, si J est supérieur à I, ça veut dire sigma égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire J supérieur à I? J supérieur à I, ça veut dire les électrons qui se trouvent dans les couches supérieures à I. C'est-à-dire ici, dans les couches qui sont N égale à N, le groupe c'est 3D suivant ou 4S, 4P, ainsi de suite. C'est-à-dire les électrons qui sont derrière l'électron I. À ce moment-là, ces électrons-là, ils ne vont pas participer. Donc, leur sigma égale à 0. Alors, quels sont les autres sigma? C'est-à-dire, quels sont les autres J, pardon. Alors, les électrons qui vont faire écran sur I, ça va être les électrons qui se trouvent dans le même groupe que lui. On les appelle J égale à I. Et ça veut dire sigma dj égale à 0,35. Alors, ça, c'est dans le cas où, n est différent de 1. Et quels sont les autres J? Alors, les autres J sont les J qui sont dans les couches inférieures, c'est-à-dire les J inférieurs à I. Alors ici, je reviens sur I égale à J. Ça veut dire que J égale à I, ça veut dire les électrons qui se trouvent dans le même groupe que I, à ce moment-là, sigma dj égale à 0,35. Sauf si I égale à J égale à 1. Si lorsque vous avez les électrons se trouvent si J égale à I, si par exemple l'électron I est celui-là, et J se trouve dans la même couche avec N égale à 1, c'est dans la couche 1S, à ce moment-là, le sigma elle sera égal à 0,31. C'est le cas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de l'hélium. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Tout à l'heure, dans les calculs, nous avons donné ici sigma égale à 0,31.
Pourquoi? Parce que on a vu que pour l'hélium, les deux électrons se trouvaient dans la couche 1s, c'est-à-dire dans le même groupe 1s, et dans ce cas, à ce moment-là, sigma dj égale à 0,31. D'accord? Donc, je reviens ici dans le cas de l'atome HADA. Donc, ici, dans le cas, si I est égal à J, avec n égale à 1, à ce moment-là, sigma devient égal à 0,31. Maintenant, si J inférieur à I, c'est-à-dire lorsque les électrons J sont dans les couches inférieures, dans les couches qui sont devant, si les électrons sont devant I, à ce moment-là, sigma des J égale à 1. Sauf si I appartient à S ou P, donc c'est-à-dire lorsque S est dans l'électron I se trouve sur les orbitales SP et avec delta N égale à 1, c'est-à-dire lorsque vous avez la différence de N entre l'électron I et la couche où se trouve l'électron J, elle est égale à 1. À ce moment-là, sigma dj serait égal à 0,85. Donc tout ça, c'est résumé dans ce tableau. Alors, ces tableaux-là, on vous le donne tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ce tableau, seulement vous devez savoir le lire. Alors maintenant, par exemple, si l'électron se trouve, ici c'est l'électron I, ça c'est l'électron J. Alors si l'électron I se trouve sur un S, on va voir la position des J. Si l'électron J se trouve sur un S aussi, donc sigma égale à 0,31. Si J se trouve sur 2S, 2P ou 3D ou 4S, 4P, à ce cas-là, on est dans le cas de J supérieur à I. Dans ce cas, sigma égale à 0. Donc, lorsque l'électron se trouve sur un S, les électrons qui sont sur 2S, 2P, 3S, 3P, 3D ne font pas écran sur lui. Maintenant, si I se trouve sur 2S, 2P, d'accord? Avec les J, s'il y a des électrons qui se trouvent sur un S, à ce moment-là, sigma égale à 0,85 parce qu'on est dans le cas de l'électron se trouve sur S ou P et vous avez delta N égale à 1 entre 2S et 1S. Lorsque vous avez l'électron I se trouve sur 2S et l'électron J se trouve sur 2S. Dans ce cas-là, on est dans le cas de I égale à J, mais pas dans un S. À ce moment-là, 0,35. Et pour les autres, c'est 0 parce que ce sont des J qui sont supérieurs à I. Si l'électron I se trouve sur 3S, 3P, et l'électron se trouve sur un S, à ce moment-là, sigma devient égal à 1. Ensuite, si l'électron I se trouve sur 3S, 3P et J sur 2S, 2P, on est dans le cas de I de J inférieur à I avec delta N égale à 1, donc c'est 0,85, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous voyez du vide, ça veut dire que c'est des J supérieurs à I, ça veut dire sigma égale à 0. Pour N étoile, vous avez, lorsque N égale à 1, 2, 3, N égale à N étoile, et ça va changer à partir de N égale à 4. Donc, lorsque N égale à 4, N étoile égale à 3,7 et ainsi de suite. D'accord? Donc, avec ça, on aura fini cette séance. Et à la prochaine. Merci.